Bienvenue à Futuristique 3.0, le podcast qui va à la rencontre d'humains passionnés d'innovation, de création futuriste et d'invention. Je suis Laurence Esso, consultante agréée en relations publiques. Avec mes invités, nous parlerons de Metaverse, d'intelligence artificielle, de NFT et de bien plus. Nos échanges permettront de démystifier les nouvelles tendances technologiques. Ensemble, nous tenterons de comprendre leur influence sur notre monde et sur la manière dont nous pensons, communiquons et interagissons. Embarquez avec nous pour cette odyssée d'un futur déjà bien proche. Aujourd'hui, vous écoutez notre deuxième épisode où nous parlons de Metaverse avec Alexandre Teodorescu, directeur en développement stratégique et innovation pour les 7 doigts. Nous allons découvrir ce qu'est le Metaverse et tenter de comprendre pourquoi ça devrait concerner pratiquement tout le monde à l'heure actuelle. Nous discuterons de la place que le Québec devrait prendre au sein de cette industrie émergente, puis nous ferons un lien avec le NFT. Alors, bonjour Alexandre. Bonjour Laurence. Et merci de participer à cet échange. Ça fait plaisir. Donc, tu es directeur pour les 7 doigts, un collectif de créateurs qui vise à redéfinir le cirque contemporain au travers de disciplines artistiques variées. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus sur toi et sur les 7 doigts ? Absolument. Alors, les 7 doigts, c'est une histoire qui a commencé il y a 20 ans. C'était un collectif d'artistes de cirque qui a décidé de se réunir pour créer un différent style de spectacle, peut-être moins commercial, plus artistique, avec plus grande intention dans le genre d'expérience qu'ils font vivre à leurs audiences. Et depuis 20 ans, la compagnie a parcouru le monde avec des millions de spectateurs, des centaines de villes en tournée. Et depuis que je me suis joint à la compagnie, il y a quelques années, on a entrepris un virage technologique assez marqué et qui a été accéléré par la pandémie. Donc moi, je suis en charge du développement stratégique et de l'innovation. Et ça, l'innovation, c'est autant dans les produits, dans le type de spectacle qu'on fait, le type d'expérience, les nouveaux modèles d'affaires, mais c'est aussi bien sûr des produits qui incluent énormément d'innovation technologique. Et donc, c'est là qu'on a commencé à se pencher vraiment plus sur les notions de réalité étendue, le XR, le AR, VR, et bien sûr, donc, tout ça cristallisé dans le Metaverse. Donc, voilà. Ok, c'est d'où le fait que tu as publié récemment un article assez révélateur sur le Metaverse et l'importance pour le Québec de conquérir ce marché. Est-ce que tu pourrais remettre tout le monde en contexte et nous expliquer ce qu'est le Metaverse ? Bien sûr. Alors, l'article révélateur, je pense aussi beaucoup, mon intention, c'était d'éduquer un peu les gens du milieu, mais aussi faire prendre conscience de l'urgence de prendre position sur cette opportunité. Le terme Metaverse, c'est quelque chose qui est assez connu depuis, je dirais, 2 ans dans les milieux tech de Silicon Valley. Des jeux vidéo. Tous les geeks comme moi de réalité virtuelle sont très bien au courant de ce terme-là. Et j'ai trouvé par contre que dans le monde de la culture, le monde des autres créateurs, à part des jeux vidéo, c'est une notion qui est assez encore dans la science-fiction. Je commence l'article que j'ai publié sur LinkedIn en citant un auteur de science-fiction, Gibson, qui dit que le futur est déjà parmi nous, il est simplement inégalement distribué. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'éveiller nos politiciens, nos preneurs de décision, les collègues créateurs du Québec pour dire voici, il y a une opportunité à ne pas manquer parce que si on la rate, on va être laissé derrière finalement. Donc, le Metaverse, pour revenir à ta question de départ, c'est un terme un peu galvaudé, un peu surutilisé maintenant, très à la mode, mais qui veut dire beaucoup de choses en même temps, dépendamment à qui on parle. Mais en gros, on peut aussi le définir par ce qu'il n'est pas, le Metaverse, pour peut-être aider les gens à comprendre. Donc, le Metaverse, ce n'est pas que uniquement tout ce qu'on voit dans les jeux vidéo, ce n'est pas Fortnite, par exemple, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas Roblox, ce n'est pas tous ces mondes virtuels, ce n'est pas que la réalité virtuelle. Le Metaverse,
c'est cette notion de la prochaine itération de l'Internet, en fait. Beaucoup des grands joueurs de la tech, Mark Zuckerberg, de Tim Sweeney, de Epic Games, s'entendent à dire qu'on a eu plusieurs vagues d'innovation au niveau de l'Internet. Ça a commencé par le desktop, le laptop, le mobile, qui a tout changé, comment on faisait des affaires, comment on interagissait. Et la prochaine itération de l'Internet, du web, c'est le web spatial, l'Internet justement en 3 dimensions, dans lequel on peut pénétrer et interagir dans l'Internet, pas seulement être un spectateur qui le visionne de l'extérieur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est le metaverse, c'est cet univers-là qui peut-être, on parle bien sûr des metaverses aussi, on ne parle pas d'un seul metaverse, on parle d'usagers qui se promènent dedans, avec soit en forme d'avatar ou non. On parle du metaverse pour toutes sortes d'applications ludiques, artistiques, éducatives, industrielles, et tout le metaverse qu'on ne voit pas. Tout ce qui sous-tend, ce qui permet l'apparition de modèles révolutionnaires, par exemple de voitures qui se conduisent elles-mêmes. Et donc tout ça, ça se passe maintenant dans le metaverse. Le metaverse qui est possible grâce à l'émergence de technologies comme le Internet of Things, le 5G, qui permet justement une très faible latence et ce genre de bandwidth qui est permanent et partout. Donc c'est ce genre de choses-là, le metaverse, mais il est encore en train d'être défini sous nos yeux. Et de là, un peu ma sonnette d'alarme, parce que il faut qu'on ait nous aussi notre mot à dire. Et je pense que le Québec a beaucoup de choses à dire, il a des talents et des actifs de premier rang mondial. Et si on n'a pas le soutien des preneurs de décision au niveau politique, ben on ne va pas tout seul à se tailler une petite place dans cet énorme univers d'opportunités. Effectivement, et puis on voit de plus en plus différentes utilités. Tu en as cité quelques-unes avec notamment les véhicules autonomes. C'était très bien aussi de clarifier que c'est pas juste l'univers des jeux vidéo, de la réalité augmentée, du VR, etc. Mais de quelle façon, selon toi, le metaverse pourrait transformer les façons de faire de certaines industries aujourd'hui? On avait discuté à un moment donné, toi et moi, sur différentes applications concrètes aujourd'hui dans certains secteurs en termes de metaverse. Pourrais-tu en parler un peu plus et quelles différentes utilités tu as pu observer? Il y en a tellement, c'est fantastique. Moi, je passe ma journée à être, comment dire, à l'affût de ça. Et ce qui est magnifique, c'est de se dire qu'on n'a même aucune idée de quels vont être ce qu'on appelle les killer apps, disons, de l'utilisation de ce metaverse. Je veux dire, si tu te reportes il y a 20 ans, comment expliquer à des parents que leurs jeunes allaient faire des chorégraphies décentralisées sur des plateformes vidéo qu'on appelle maintenant TikTok et Instagram et ce genre de choses? Ça aurait été incompréhensible à l'époque où déjà on se battait pour dire, mais attendez, à quoi ça sert d'avoir un site web? Vous voyez, à quoi ça sert d'avoir un email à l'époque? Alors qu'aujourd'hui, c'est impensable. Une compagnie moindrement qui veut être compétitive ne peut pas imaginer ne pas avoir de présence digitale. Mais pour l'instant, on est dans la plupart des compagnies, des individus, encore à ce web, on l'appelle 2.0 parce que maintenant social, mais quand même, ça reste une expérience qui est vécue à travers un écran ici. Donc, c'est très informatif, mais c'est pas du tout interactif, c'est pas immersif comme ce que permet de faire le metaverse. Donc, le genre d'utilisation qu'on voit aujourd'hui, c'est des trucs assez surprenants. Je donnais juste quelques exemples des choses qu'on ne peut pas faire sur le web. Tu sais, Laurence, la plus grande plateforme de réalité virtuelle, donc une très bonne, comment dire, matérialisation de ce que s'appelle le metaverse, c'est celle de Facebook, qui s'appelle Oculus. Et dans Oculus, le killer app, ce n'est pas un jeu vidéo, comme on aurait pu s'y attendre. C'est une app qui permet aux gens de faire du fitness en dansant sur des beats techno qui s'appelle Beat Saber. OK? Et donc, personne n'avait vu venir ce genre d'utilisation et c'est une folie. Tout le monde est dessus. Il y en a plusieurs. Et finalement, ça redéfinit qu'est-ce qu'on peut faire dans le metaverse. Donc, les gens
font du fitness social dans le metaverse en ce moment. Quoi d'autre qu'ils font dans le metaverse? Ils vont voir des concerts live. Et donc, comment on interagit avec lui, avec les autres spectateurs, ce genre d'expérience-là qui est impossible à penser rien que sur le web traditionnel et certainement pas en réalité. On peut voyager, on peut s'éduquer, on peut socialiser, on peut se guérir, on peut se protéger, on peut faire plein de choses sur le metaverse aujourd'hui. Donc, mais c'est juste un petit avant-goût de ce qui s'en vient là. Oui, effectivement, quand on y pense aussi, l'idée, surtout dans un contexte de Covid ou d'après-Covid, pour beaucoup de monde aujourd'hui, on dirait que ce serait peut-être rassurant de pouvoir participer à des événements virtuels comme ça, savoir qu'on est connecté avec des milliers d'autres personnes à travers le monde d'ailleurs, pour participer à un événement, mais tout en restant dans un certain sens protégé. Et d'ailleurs, je peux souligner qu'en 2020, par exemple, il y a eu une collaboration entre Fortnite et l'Enfant Bleu, une association française qui lutte contre la maltraitance des enfants. Et donc, ils avaient introduit un personnage bleu dans le jeu pour recueillir la parole d'enfants victimes et leur venir en aide. Donc, on peut penser aussi que ce genre d'application pourrait certainement devenir la norme au fil du temps, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, tu sais, je veux pas faire l'amalgame entre la réalité virtuelle et le metaverse, mais c'est certainement facile à comprendre. Et donc, je donne beaucoup d'exemples qui viennent de la réalité virtuelle. Beaucoup de personnes, de futurologues, présentaient la réalité virtuelle comme une machine d'empathie, parce qu'on est capable de créer des émotions. On peut la proximité, cette illusion de proximité qui devient tellement réelle dans la réalité virtuelle permet de vraiment créer de l'empathie chez les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'expérimenter dans le metaverse, et ça donne toutes sortes de possibilités comme celles que tu viens de mentionner, et beaucoup d'autres aussi pour explorer des choses difficiles à mettre en mots et en images. Et donc ça, c'est aussi fantastique, et ça va beaucoup plus loin. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus riche et plus important que juste un autre jeu vidéo en réalité virtuelle. Effectivement, et d'ailleurs, on voit que plusieurs grandes marques s'intéressent de près à cet univers. Tout de suite, on voit qu'elles se lancent dans la course pour saisir les opportunités reliées au metaverse. On peut citer notamment les GAFAM, ou un exemple qui a été très visible récemment, la collaboration toujours entre Fortnite et Balenciaga. Et peux-tu nous parler de l'implication aussi d'autres joueurs majeurs, autant au Québec qu'à l'international, et quel est le genre de projet qu'ils développent en ce moment, par exemple? Bien sûr, et là tu as mentionné deux aspects en fait, la plateforme. Je pense qu'il faudrait faire un petit bout là-dessus, et après les collaborations qui démontrent comment des marques qui viennent de mondes qui ne sont pas forcément reliés à la tech ont compris, commencent à comprendre qu'est-ce que ça peut représenter pour eux. Et de la même façon que ces marques-là ne veulent pas rater, comment dire, on a vu une énorme sélection naturelle qui s'est passée lors de la dernière révolution digitale entre les marques qui ont réussi à se créer une identité digitale, une présence digitale avec sur l'Internet, avec des sites web, les médias sociaux et tout ça, et ceux qui l'ont pas fait ça et qui ont été laissés derrière. Et maintenant, les pionniers, les plus innovateurs de toutes sortes de marques, de toutes sortes d'industries, pas seulement la mode, mais voient le grand danger et aussi donc le revers de la médaille, l'opportunité d'être les premiers à tester avec leur audience dans cet autre univers-là. Il faut comprendre que aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de mes collègues qui ont du mal à comprendre quand je leur dis, regardez, en 2035, beaucoup d'experts pensent qu'il y aura beaucoup plus de biens et services achetés virtuellement que des vrais biens et services physiques qu'on peut envoyer dans un container avec des atomes. Et ça, c'est quand même assez ahurissant. Mais il faut réaliser à quel point les plateformes comme Fortnite et toutes sortes d'autres plateformes comme ça font des milliards de dollars par année en vendant des avatars, des petits objets virtuels qui n'existent pas. Mais pour les usagers qui jouent dedans,
qui se définissent socialement, leur personnalité est définie par ce qu'ils font dans ces univers virtuels, ces petits objets, cet avatar, le dernier à la mode, leur donne tout, c'est plus vrai que la réalité pour eux. Et donc, imaginons maintenant quand ça s'est multiplié par 10, par 100, on peut très bien voir comment l'économie virtuelle peut même dépasser l'économie réelle. Et donc, pour revenir à ta question, donc sur les aspects de collaboration, bien sûr, Balenciaga, ce ils ont compris, c'est qu'il y a quand même quelque chose le metaverse, quand on se promène dedans en 3 dimensions et qu'on voit les gens autour de nous qui sont des avatars, ils peuvent donner leur empreinte, leur style à ces avatars-là. Et finalement, chacun vit son fashion et de sa façon en virtuel. Et donc, le mix, ce qu'on voit émerger entre le fashion industry et le metaverse a beaucoup de succès et résonne énormément avec les jeunes qui se promènent dans le metaverse. Donc, et je pense qu'il y a eu Balenciaga, il y en a eu d'autres aussi qui ont fait des expériences dans le metaverse. Mais c'est un qui parmi beaucoup d'autres. Oui, et puis au niveau de tout ce qui est du divertissement, art, spectacle, loisirs, c'est sûr qu'on voit très clairement l'intérêt. On a des célébrités telles que Snoop Dogg qui ont créé leur monde virtuel, ou alors un jeu télévisé tel que Alter Ego de Fox. Donc je vois très bien la place que prendrait ce type d'industrie dans cet univers numérique. Mais selon toi, est-ce que c'est plus pertinent pour certaines industries que pour d'autres? Et quel type d'industrie gagnerait à être présente dès maintenant? Encore une fois, on ne sait pas exactement d'où va venir les grandes, les innovations de rupture dans le futur. Mais on peut essayer de s'inspirer de ce qu'on voit qui marche bien en ce moment. Donc, ce qui fonctionne très bien, ce qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est toutes sortes de choses qu'on ne peut pas vraiment faire dans le web traditionnel en ce moment, où on a juste cet écran devant nous pour interagir avec le contenu. Donc, tout ce qui a besoin d'avoir une interaction immersive, comme justement le fashion industry, se promener, de voir, de revêtir différents tenues et styles qu'on peut donner à notre avatar, les voir chez les autres et tout ça. Ce genre de choses-là, ça fonctionne très bien. L'exploration de l'espace. Les humains ont évolué au bout de millions d'années pour évoluer dans l'espace, se promener. Notre mémoire est faite pour se rappeler de choses qui sont dans un espace par rapport à nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être recréé dans l'univers virtuel. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec 3 collègues des 7 doigts. On était dans des buildings différents, chacun chez soi. On avait notre casque Oculus et on faisait un jeu immersif de théâtre, un peu escape game. Et on s'est fait un hug à un moment donné et on avait vraiment l'impression qu'on se prenait les 3 dans les bras alors qu'on était à des kilomètres de distance. Et donc, ce sentiment de présence, c'est quelque chose qui ne se vit pas avec un Teams là, ou un Zoom. Et donc, travailler, Zuckerberg et donc Facebook misent énormément sur les outils de productivité au travail. Et ils ont sorti récemment leur produit Horizon Workrooms, qui permet cette téléprésence et donc qui vraiment ramène les gens sous forme d'avatar autour d'une table et tout peut se faire là-dedans. Moi, j'ai commencé à travailler des fois uniquement en VR où je place mes écrans un peu partout. Je suis dans un vaisseau spatial et j'ai tout mon setup là et j'ai des écrans à l'infini que je gère beaucoup mieux qu'à mon vrai bureau finalement. Donc, le divertissement, le fashion, le travail, l'exploration, la découverte culturelle, historique, on peut recréer toutes sortes d'univers à différentes époques, à différents endroits, on peut se téléporter instantanément, beaucoup d'opportunités au niveau donc, du tourisme, de l'exploration, au niveau même de l'expansion de l'esprit, pour faire rentrer les gens dans des choses et les faire voir des choses d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu les voir avant, faire comprendre des concepts plus complexes, de physique, par exemple, en les amenant dans l'univers de la très grande échelle ou la très petite échelle. Au niveau éducation, c'est fantastique ce qui peut être fait dans le metaverse. Et ça, c'est juste quelques applications que je te donne comme ça, mais je ne sais pas d'où va venir, comme je disais tantôt, la grande disruption, mais on sait que ça s'en vient. Et d'ailleurs aussi, chez les 7 doigts, vous êtes quand même pas mal impliqué. Vous avez le projet Lab 7 en Exact. lien avec tout ça. Est-ce que tu veux nous en Exact. dire plus? Absolument.
Ça, c'est notre pari. On s'est dit, il y a cette opportunité-là qui arrive. Il faut absolument que nous, on sache comment raconter des histoires dans cet univers-là. À la base, nous, on est une compagnie de création et jusqu'à maintenant, on utilisait la performance humaine dans un contexte du réel, dans les salles de spectacle, ce genre de choses. Quand la pandémie est arrivée, ça nous a forcé à accélérer notre virage technologique. Et quand on a vu tout le monde qui rentrait justement dans le metaverse et surtout les ressources financières énormes qui sont mises derrière pour accélérer l'adoption du metaverse dans la population générale, on s'est dit, on ne peut pas être laissé pour compte et il faut développer ce nouveau langage. Et donc, c'est un peu le genre de révolution culturelle qui doit arriver de la même façon que quand on a appris dans le temps de Méliès, au début du siècle passé, comment raconter des histoires avec cette nouvelle technologie qui consistait à lancer des photons sur une surface plane qui s'appelle maintenant le cinéma. Et donc, on ne savait pas comment raconter des histoires à l'époque. Les gens ne savaient même pas comment comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces images. Ils pensaient cette fameuse scène où un train arrive dans l'écran, les gens étaient effrayés de ça. Donc, on est à ce même endroit au niveau de notre besoin de comprendre comment raconter des histoires d'une nouvelle façon dans cet univers-là. Et des histoires dans cet univers où le temps, l'espace, la relation one-to-one ne compte plus. Donc, comment on fait pour raconter des histoires? On ne sait pas. Et donc, on doit se doter d'une boîte à outils pour explorer ça. Et moi, je l'appelle notre Lab 7. On l'a pitché, on l'a bâti pour être une boîte à outils qui fait du prototypage et de la recherche et développement appliqué à l'intersection de la performance humaine et les technologies dans le contexte de l'entertainment live. Mais plus simplement, moi, j'aime dire que c'est notre portail vers le metaverse. Quand on rentre dans notre lab, on s'équipe, on met nos suits de mocap, bientôt qu'on n'en aura même plus besoin, et on est projeté à travers tout notre corps dans différents environnements qui sont pour l'instant notre metaverse, mais qui peut être connecté à toutes sortes d'autres metaverses. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'imaginer de quoi aura l'air le spectacle vivant dans ce contexte-là. On va beaucoup plus loin dans nos explorations que ce qui a déjà été fait par Travis Scott, par Jean-Michel Jarre, par tout ce qui se passe sur les Wave XR, ce genre de choses. On est vraiment dans une recherche de la prochaine frontière de ce que ça veut dire un show live en XR. Et donc, c'est ça qu'on fait finalement dans le Lab 7. Et comme l'ADN des 7 doigts est très dans le partage et la collectivité, c'est une boîte à outils qui est ouverte aux créateurs du Québec, pas seulement les créateurs de jeux vidéo, mais en particulier les créateurs d'art vivant. Parce qu'on sait que c'est ces gens-là qui n'ont pas les ressources, le temps nécessaire, la connaissance, le langage pour explorer ce monde d'opportunités. Et on pense, et ça c'est un des points que je fais dans l'article, il ne faut pas qu'on laisse l'art vivant pour compte, en laissant toute l'opportunité de la création dans le metaverse uniquement aux designers de jeux vidéo. Et c'est ça notre pari et notre coup de barre qu'on veut donner grâce au Lab 7, grâce à nos propres projets, mais surtout en voulant inspirer nos collègues de l'industrie. Et j'ai l'impression que vous êtes parmi les précurseurs au Québec par rapport à justement au Metaverse et les projets que vous êtes en train de développer autour de ça. Donc, certainement. Quand on parle de venir de l'angle de l'art vivant, je dirais qu'on est pas mal en avance au Québec. Bien sûr, il y a des pionniers, des champions au Québec au niveau du jeu vidéo et au niveau de la réalité virtuelle. On parle de nos amis à Félix et Paul qui sont illustrés vraiment brillamment avec leur concept de infini. Ça, c'est fantastique parce qu'ils permettent au public en général de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire le metaverse. Mais c'est vrai qu'au niveau des arts vivants, on est pas mal en avant, je dirais, dans le monde en fait. Pas seulement au Québec, et ça, on en est très fiers. Je donne un exemple, peut-être qu'il va résonner avec mes amis techno-geeks, là, mais ils connaissent certainement la conférence fameuse aux États-Unis qui s'appelle SIGGRAPH, qui est une conférence légendaire où on a vu les plus grandes innovations en computer graphics qui ont émergé. Et c'est inusité qu'une compagnie de art vivant soit même que présente quelque chose à SIGGRAPH.
et encore plus invraisemblable qu'elle gagne le prix de l'audience cette année. Et c'est ça qu'on a fait à SIGGRAPH. On était aux États-Unis, on a gagné ce grand prix de l'audience contre toute attente, et c'était pour le projet justement de cirque en XR, dans le metaverse. Qui était en fait même juste le prototype de ce qu'on est en train de développer pendant l'année prochaine et l'année d'après. C'est passionnant et puis ça laisse présager de plusieurs belles opportunités pour la suite à l'international en plus. Et aussi, tu soulignais également que le metaverse aura un impact aussi profond sur nos vies que les ordinateurs personnels, l'Internet et les téléphones intelligents. C'est sûr que pour plusieurs d'entre nous, c'est un défi de le visualiser ou même de l'envisager actuellement. Comment peux-tu en être aussi sûr? Il faut pas. Don't take my word for it. Il y a des gens beaucoup plus intelligents et avec beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de moyens financiers qui sont non seulement en train de parier dessus, mais qui sont en train de le bâtir, cet avenir-là. C'est un peu de dire, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans, si je t'avais dit qu'on aurait tous des petits devices qu'on porte presque sur notre peau en permanence et qui nous connectent au monde entier instantanément et tout, donc les mobiles, ça aurait été un peu incompréhensible vu l'état de la technologie il y a 15 ans. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les iPhones, il y a eu la miniaturisation, il y a eu le 3G, le 4G, maintenant le 5G. Et c'est ça qui a permis l'apparition de ce behavior qui est maintenant où 5 milliards, 6 milliards de personnes sur la planète ont accès à toute leur information et toute leur vie grâce à leur téléphone mobile. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, si tu regardes l'adoption et le taux de pénétration du metaverse, il y a quand même c'est pas 7 milliards, mais tu vois l'accélération. Tu vois, le Fortnite, par exemple, c'est 300 millions d'usagers uniques par mois. 300 millions. C'est pas anodin, ça. Quand on regarde les projections de Oculus Quest, qui est juste un seul casque qui est fait, bon, c'est le meilleur, c'est le plus répandu, ça a été fait par Facebook. On envisage que d'ici 2030, il y aura 300 millions de casques. C'est pas encore 7 milliards, mais comment on peut prédire l'amélioration de la technologie qui va faire en sorte que c'est pas plus compliqué pour toi et moi tous les matins de se mettre dans le metaverse avec un device que ça l'est aujourd'hui de faire tous nos trucs sur notre téléphone. Donc, c'est ça aussi qu'il faut essayer d'anticiper. Ne pas penser que mais la technologie d'aujourd'hui va toujours être la même. Il y a vraiment une courbe d'accélération et de développement technologique qui est vraiment très forte. Mais don't take my word for it, ça vient aussi, regarde look where the money is going. C'est ça le truc. Il faut regarder maintenant où Facebook, Google, Apple, Unreal, ByteDance avec TikTok qui vient d'acheter le plus grand manufacturier chinois de casques VR, toute cette consolidation-là et l'argent qui est mis dans le développement de ces metaverses, on parle de dizaines de milliards de dollars. C'est pas anodin. On voit Facebook qui vient d'annoncer, je pense la semaine passée, 10 000 postes en Europe pour développer le metaverse. Facebook, ça ne se définit plus maintenant comme de social media. Mark Zuckerberg prend lui-même la parole pour dire ça, c'était la dernière décennie. Nous, maintenant, Facebook, on est une compagnie de metaverse. Donc, ça, c'est des signaux très forts que toutes ces compagnies s'en vont là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas encore comment, mais fort est à parier que si tous ces leaders-là et tout cet argent qui les back va dans cette direction, c'est une opportunité que nous, on ne peut pas ignorer au Québec. Exact. Et aussi, comme tu l'as mentionné, effectivement, Facebook a annoncé qu'il prévoyait de créer les 10 000 emplois en Europe pour construire le metaverse. Et selon ce que je comprends aussi de ton article, le Québec pourrait définitivement attirer ce genre d'opportunités aussi. Quels pourraient être les avantages concurrentiels du Québec par rapport à l'Europe, par exemple? On ne peut pas gagner sur tous les fronts. Et on a la chance incroyable d'avoir quelques atouts qui nous positionnent très bien dans cette opportunité. Le metaverse, c'est plus une game de
de chips, de puces et de semi-conducteurs et tout ça, de l'infrastructure. C'est plus une game de ça. De toute façon, elle se joue à un niveau qu'au Québec, on ne peut pas compétitionner. Par contre, le metaverse, tout l'enjeu est dans le contenu. Où est-ce qu'on amène les gens, dans quel univers, quelle expérience ils vont vivre ces gens-là dans le metaverse. Et c'est là que le Québec est vraiment bien positionné pour se donner une place de choix là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un pari qu'on a fait il y a 20 ans, je pense, au Québec, d'investir dans l'industrie logicielle, qui a amené des investissements massifs dans l'industrie des jeux vidéo. Et on a aussi la chance au Québec d'être connu pour notre énorme créativité qu'on voit dans la façon dont la ville vit, la façon dont on crée des spectacles et des expériences. Le Cirque du Soleil est né au Québec. Et toute la pépinière qui a émergé autour de ça, les Moment Factory de ce monde, les Félix et Paul, nous, Cirque Éloise, tout ça, c'est un écosystème qui est vraiment numéro 1 au monde. Et c'est pas une blague. Je passe mon temps à promouvoir ce que la créativité québécoise fait dans le reste du monde, créativité humaine et numérique. Et donc, à cause de ça, on a et la crédibilité et l'expérience et l'authenticité et la créativité pour vraiment que le Québec soit très représenté sur le metaverse. Il y a quelques années, on disait qu'à Las Vegas, dans les coulisses, ça parle français parce que c'est le Cirque du Soleil qui a bâti l'industrie de l'entertainment à Las Vegas. Ben, ça serait pas mal que dans les coulisses du metaverse, on parle québécois. C'est génial d'entendre ça. Effectivement, quand on y pense aussi, on le sait que Montréal est considéré comme un pôle mondial pour l'intelligence artificielle. Ce serait intéressant de voir par rapport au metaverse où est-ce que nous nous situons actuellement au Québec. Puis ce serait intéressant de dresser un genre de portrait de l'écosystème des startups ou les entreprises dans ce domaine par rapport au reste du monde, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et je te dirais que c'est difficile en ce moment. Un des défis qu'on a, on a plusieurs défis. On a des défis au niveau des compagnies individuelles, on a des défis au niveau de l'industrie elle-même, de l'organisation de l'industrie, on a des défis au niveau des politiques, des politiciens. On a plusieurs défis au niveau de l'industrie. Je dirais que le danger, encore une fois, c'est que les gens fassent l'amalgame entre metaverse et jeux vidéo. Et donc, que tout ce qui se passe en créativité dans le metaverse ne soit uniquement en fait circonscrit aux sociétés de jeux vidéo. Et je trouverais qu'on laisserait une énorme opportunité passer si on faisait ça. Il faut permettre à nos créateurs, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur ADN, de créer dans le metaverse. Donc, ça prend énormément d'efforts en termes de formation, d'éducation. Le gouvernement français récemment a annoncé leur plan 2030 où ils investissent 15 milliards de dollars dans les startups et justement beaucoup d'entre elles qui travaillent pour bâtir ce metaverse. 300 millions, je pense, pour la réalité virtuelle. Donc, ça veut dire que les gens auprès du président comprennent l'importance de cette opportunité-là. Au Québec, en ce moment, on n'a pas de stratégie spécifique pour le metaverse, pour la réalité virtuelle. Il y a quelques outils qui existent, mais qui ne sont pas encore adaptés aux défis de ce qu'on voit dans le metaverse. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut maintenant mettre un coup de barre pour qu'on soit en ligne avec et l'industrie, et les politiques, et les finances, et pour saisir cette opportunité-là. Mais tout à fait. Et puis tu as également mentionné, je cite, « Nous avons l'occasion au Québec de faire les premiers pas dans le metaverse et de transformer ce premier pas en avantage compétitif absolument dominant dans les prochaines années. » Est-ce que tu aurais quelques pistes de solutions pour aider le Québec à devenir rapidement un fer de lance dans ce domaine? Oui, il faut permettre aux créateurs de tester et d'échouer pour trouver c'est quoi le vrai langage de la créativité dans le metaverse. C'est plus loin, il faut aller plus loin que ce que Fortnite fait. C'est-à-dire dans la base de Fortnite, c'est-à-dire le first-person shooter. Je dois leur lever mon chapeau et toute l'équipe de Epic parce qu'ils voient vraiment ce que le Fortnite peut devenir, qui est cette plateforme beaucoup plus large que leur principale mécanique de jeu.
Mais il faut aller plus loin que le jeu vidéo et il faut permettre au Québec à des créateurs de tester, d'échouer et de recommencer très vite. On doit plus être, on n'est pas dans un moment où il faut d'avance savoir qui va l'acheter, à combien, c'est quoi le retour sur investissement précis. Tout ça, ça compte pas pour l'instant. Les compagnies comme Facebook, Google, Apple, ils ont compris ça. Ils dépensent énormément et c'est pas grave s'ils récupèrent pas tout l'argent tout de suite. Et donc, nous, il faut qu'on se mette dans ce mindset-là. On peut pas se dire, oh, on va rattraper le temps perdu plus tard. Ça sera trop tard. Comme de la même façon qu'on n'a jamais pu rattraper l'avantage initial de Silicon Valley, qui a réussi à avoir les premières grosses startups dans le Web 1.0, le Web 2.0, et bien sûr tout l'écosystème de financement qui allait avec. Et là, tout le monde, le reste de la planète, joue un peu du catch-up, mais ça ne marche pas. Au Québec, par contre, on peut être les premiers à faire de ces grands pas dans une nouvelle façon de créer du contenu dans le metaverse. Personne d'autre le fait bien en ce moment. C'est difficile et je pense qu'on est aussi bien, sinon mieux placé que beaucoup d'autres parties dans le monde pour le faire. Maintenant, les compagnies comme nous, surtout après la pandémie, on n'a pas les reins financiers assez solides pour le faire et prendre des risques comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement réalise l'opportunité et l'obligation qu'ils ont d'amener leur compagnie à explorer cette opportunité-là. Et donc, mettre en place des programmes qui, de un, sont pas complexes à aller saisir. On ne peut pas passer 18 mois à faire des demandes d'application, un autre 18 mois à attendre la réponse, et finalement, des choses qui ne financent qu'une partie ou qui sont trop contraignantes, ça ne marche pas. Donc, il faut être plus agressif avec les supports financiers. Et il faut, un truc qui me désole, et c'est que même il faut investir pour conscientiser nos collègues du gouvernement à comprendre quels sont les enjeux du metaverse. Ça prend du temps pour comprendre ça, pour explorer. Nos collègues du gouvernement, ils sont débordés en ce moment. Ils n'ont même pas le temps de traiter les dossiers en cours. Alors, comment on peut s'attendre d'eux à ce qu'ils anticipent et ils imaginent et ils prennent le temps de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de metaverse? C'est très difficile pour eux. Et donc, il faut que ça vienne du top. Emmanuel Macron, c'est lui qui disait, qui a donné le ton, qui a dit on va là-bas. Et il faut que ça vienne de nos leaders, cette vision stratégique pour les industries créatives du Québec. Je sais qu'on s'en est déjà parlé, mais pour nos auditeurs, peux-tu clarifier pourquoi cet univers virtuel ou univers parallèle, si on peut dire ça ainsi, devrait m'intéresser en tant qu'individu ou professionnel? Suis-je en mesure de créer mon propre monde actuellement dans le metaverse et comment est-ce que je fais pour y accéder? Absolument. Alors, de la même façon que tout le monde aujourd'hui prend pour acquis, utilise le web, l'Internet de base. Mais pas tout le monde là-dessus sur l'Internet est un créateur. Pas tout le monde va faire son propre site web. Mais certains peuvent le faire pour leur groupe de classe, pour leur équipe de hockey, pour leur petit réseau d'amis. Ils peuvent devenir mettre la main à la pâte et pour utiliser un petit peu les outils qu'il y a sur le web en ce moment. De la même façon, dans le metaverse, la plupart des gens vont être des spectateurs ou des visiteurs du metaverse et donc vont faire toutes sortes de choses beaucoup mieux qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Je donnais l'exemple tout à l'heure du travail, mais aujourd'hui, on pense que c'est normal d'utiliser Teams et Zoom. On a du mal à s'imaginer comment on travaillait sans ça avant, finalement. De la même façon qu'on a du mal à s'imaginer comment les gens travaillaient encore une génération avant sans ordinateur. Mais la génération future va se demander comment vous faisiez pour ne pas être dans le metaverse pour travailler. Et donc, c'est le pari de Facebook qui veut tous nous amener dans ces salles virtuelles et qui peut, lui, et beaucoup d'autres pensent que les enjeux de changement climatique, par exemple, peuvent être grandement résolus par ce genre d'interface. Donc, comment monsieur, madame, tout le monde va profiter du metaverse? C'est en travaillant, en socialisant, en faisant du sport dedans, en s'éduquant, et peut-être certains vont vouloir créer aussi. Et on ne sait pas quels outils vont être disponibles pour la création, mais ça va rester normalement une minorité, comme dans beaucoup d'autres aspects de la vie.
Mais voilà, en gros. Mais je me demande si actuellement il y aurait certains obstacles au niveau des coûts, par exemple, ou au niveau des compétences techniques pour monsieur, madame, tout le monde, pour commencer à s'impliquer tout de suite, par exemple. Oui, alors effectivement, je pense que les technologies, les voies d'accès vers le metaverse sont une barrière. Et c'est ça que Facebook a essayé de faire, de diminuer ces barrières-là en investissant énormément d'argent en développant leur plateforme Oculus notamment. Les casques de réalité virtuelle, il y a moins de 24 mois, étaient chers, étaient connectés forcément à un PC très fort que beaucoup de monde n'ont pas chez eux et, était difficile d'accès. Aujourd'hui, avec le Quest 2 qu'ils ont sorti depuis 2 ans, on voit une explosion d'adoption de ce genre de casque très abordable. On parle de $300, alors que beaucoup d'entre nous ont des téléphones qui coûtent plus cher que ça. On n'a plus besoin de PC de gaming. On n'a plus besoin d'être connecté avec l'Internet directement. On est Wi-Fi. Avec maintenant l'émergence du 5G, on n'aura même pas besoin d'autres PC, d'autres ordinateurs. On va être connecté directement sur le 5G. Et la miniaturisation des éléments, les batteries qui durent plus longtemps, tout ça, ça fait en sorte que ça va être aussi simple que de se mettre des petites lunettes sur les yeux. Même beaucoup de pensent, peut-être avec effroi, au moment où on aura des lentilles, et même plus peut-être. Mais tout ça pour dire qu'on voit la direction dans laquelle on s'en va, la technologie s'en va. Donc les barrières pour monsieur, madame, tout le monde sont en train de diminuer de semaine en semaine. Et aujourd'hui, c'est aussi simple que de se mettre le casque sur la tête. Bientôt, peut-être, ça va être permanent, cette capacité-là. Et on va même plus avoir besoin d'y penser ou de planifier la rentrée dans le metaverse. Ça va être naturel. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il va falloir s'y atteler tout de suite hein, pour commencer à s'informer, s'éduquer davantage là-dessus et voir comment est-ce qu'on fait sa place effectivement à notre niveau en tant que monsieur, madame, tout le monde. Et donc, pour conclure cette discussion, on va mentionner un autre buzzword qui a fait vraiment des vagues récemment. C'est le NFT, Non-Fungible Token. Donc, c'est intéressant de voir le rôle des NFT dans le metaverse, comment le metaverse vient donner encore plus d'importance ou de pertinence aux NFT ou l'inverse, parce que des fois, je me retrouve plus moi-même. Donc, j'aimerais ça si tu pouvais aussi nous en dire plus sur ce point. Bien sûr. Alors, le NFT est un phénomène assez récent. En tout cas, il a explosé au grand jour avec les grands coups d'éclat et les ventes de Beeple, justement, où quelqu'un a vendu quelques pixels pour 69 millions, je pense, ou une somme comme ça. Et donc, ça a été vraiment une très grande surprise. Et je pense que là, les NFT sont arrivés dans la conscience collective. Donc, qu'est-ce que c'est Non-Fungible Token? C'est un genre le NFT doit être vu comme un genre de certificat d'authenticité d'un bien qui peut être physique, mais beaucoup d'applications sont plutôt sur des biens digitaux. Et donc, on parle de toutes sortes de choses. Dans l'art, bien sûr, ça a été une des premières applications, mais on parle même, et de trucs assez ahurissants, que même moi, j'ai du mal à comprendre, des clips vidéo de highlights de basket, par exemple. NBA Top Shots utilise et vend des collectibles vidéo qu'on peut voir de toute façon sur YouTube. Mais le fait qu'ils sont adossés à un NFT crée une rareté et un sentiment de possession pour ceux qui ont acheté ce NFT, et donc ce vidéo qui devient un collectible. Alors, pourquoi ça fait du sens dans le metaverse? C'est que beaucoup de ces choses-là, pour l'instant, que ce soit les vidéos ou les images, l'art, ces biens digitaux, ont un problème, je dirais, de distribution. C'est-à-dire, quand une institution achète une toile pour l'exposer, elle va la mettre dans son musée, par exemple, dans une salle où elle va faire venir des gens pour l'admirer. Voilà la distribution dans le monde physique. Quand un milliardaire achète un Van Gogh et veut le mettre dans son entrée, c'est pour que tous ses amis soient bien impressionnés quand ils rentrent dans l'entrée. C'est ça sa distribution. Comment on fait maintenant quand on est dans le monde digital et que, bon, je suis bien content, je peux montrer sur mon téléphone, regarde, j'ai mon NFT là, relié à ce truc,
mais la façon pour tout le monde de constater que c'est toi qui as cette œuvre-là, c'est pas évident. Maintenant, avec le mobile, avec le web 2.0, machin, il faut aller plus loin. Et donc, on peut très bien imaginer comment les galeries du futur, galeries d'art, les musées du futur, vont pouvoir permettre l'exposition de ces œuvres-là et pouvoir certifier dans ces espaces que cette œuvre appartient bien à cet individu, à cet avatar-là. Donc, recréer un réseau de distribution pour ces œuvres digitales et assurer l'authenticité de ces œuvres-là grâce aux NFT. C'est dans ce sens-là que les NFT peuvent vraiment avoir un impact, en permettant une décentralisation de la preuve de possession des assets, des actifs digitaux. Donc, voilà. Est-ce que tu en as, toi, déjà des NFT? On a expérimenté là-dessus. Moi, j'en ai pas pour l'instant parce que en ce moment, il faut faire quand même très attention. Il y a énormément de fraude qui se passe en ce moment sur les NFT parce que c'est le Wild West, c'est pas régulé. Donc, c'est très simple pour un petit groupe d'individus de créer un hype autour d'une sortie d'un NFT. Donc, il faut faire très attention. Moi-même, à la base, je ne suis pas le profil collectionneur, donc c'est pas un behavior que je ressens moi-même, mais je me suis vraiment intéressé à ce phénomène, essayer d'en créer, les vendre, comment utiliser la crypto-monnaie pour les acquérir, comment en disposer, comment créer un univers virtuel. Donc on peut le montrer et offrir ça en spectacle, en exposition finalement à d'autres. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait mon move là. Peut-être que je n'ai pas trouvé encore ce que je voulais. Mais ce que j'entends, c'est que comme avec toute chose, et surtout quand c'est très novateur, parfois il faut faire preuve de prudence et prendre un petit peu de recul, observer avant de se lancer trop vite aussi. Exact. Mais il faut quand même expérimenter, parce que c'est la seule façon dont on va apprendre. Je reviens avec ce que je disais un peu plus tôt. C'est les créateurs doivent expérimenter avec ce nouveau langage-là. C'est pas vrai que dans quelques années, une fois que tout va être bien structuré et régulé et compris, c'est pas là qu'on doit s'y mettre. On va être déjà en retard. Ok, donc c'est un peu du test and learn. Il va falloir tester, expérimenter, mais en faisant un petit peu attention, surtout pour ce qui concerne les NFT et autres. Ah oui, on disait ça dans notre discussion au préalable, c'est que il faut se donner un budget d'apprentissage. De la même façon qu'on va payer un cours à l'université, à l'UQAM pour pour devenir meilleur dans un sujet, il faut se dire, bon, je vais payer $1,000 pour apprendre de quoi il s'agit quand on parle de crypto, NFT et tout ce genre de choses. Donc, je vais dépenser ce $1,000 ou peu importe, $100, mais je vais m'attendre à le perdre. Et donc, il ne faut surtout pas le voir comme un vrai outil d'investissement pour l'instant. Et il ne faut pas se laisser avoir par tout le hype. Parce que autant vous allez voir des gens qui font les manchettes parce qu'ils ont vendu un truc, 1 million, je ne sais pas quoi, il y en a combien d'autres qui se sont fait plumer derrière. Donc, il faut faire gaffe à ça. Mais si on le voit comme déjà soit du bon temps qu'on va passer, comme si on allait au casino et qu'on va dépenser un argent pour la soirée, ou bien une opportunité d'apprendre, je pense que c'est la bonne façon de rentrer là-dedans. C'est sur ces mots que s'achève notre discussion aujourd'hui. Alors, merci Alexandre pour cet échange si enrichissant. Et la réalité, c'est que le sujet est tellement vaste, il y a tellement d'angles à aborder que ça nous demanderait fort probablement une deuxième partie. Je dis ça, je dis rien. Donc, à voir. Entre-temps, mais c'est sûr. Entre-temps, si les gens veulent te contacter pour en savoir plus, par exemple, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? LinkedIn, je suis assez actif dessus. Donc, Alexandre Teodorescu sur LinkedIn, aux 7 doigts de la main. Sinon, par email, alexandre.teodorescu@les7doigts.com. Les 7 doigts avec un 7, chiffre 7. Voilà. Merci beaucoup et au plaisir de se reparler bientôt. Merci Laurence, à bientôt. Merci d'avoir écouté Futuristique 3.0. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires et surtout à le repartager sur vos réseaux sociaux. Restez à l'affût du prochain épisode sur toutes les plateformes d'écoute et suivez-moi
Lawrence Esso, sur LinkedIn et Twitter. À bientôt!